lecture. Je m'étais amené un paquet d'affaires. Puis là, je suis arrivé là-bas. Écoute, j'ai presque fait de l'hyperventilation quand je suis arrivé. J'ai tout sorti mon stock. Puis là, je dis, OK, parfait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'avais tellement un besoin de ne pas perdre mon temps dans ce 4 jours-là que je voulais absolument que chacune des minutes soit le plus bénéfique possible. Puis quand j'ai pris la peine de m'asseoir puis de relaxer, puis de dire, OK, relax, là, je suis ici, on va prendre le temps de juste voir qu'est-ce qu'il y en a, faire le vide. Mon coach qui dit souvent faut faire le vide du plein avant de faire le plein du vide. Et ceux qui sont en Beauce et qui connaissent Yves Plourde, ils vont le reconnaître assez facilement. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Puis ça a été très bénéfique pour moi. Et ça rentre dans l'autodiagnostic parce que quand tu rentres là-dedans, dans le fond, je me suis posé des questions, pas juste sur le type de président que je voulais être, mais ça l'a amené aussi des questions par rapport à moi. Puis c'est là que j'ai commencé à définir ma propre mission aussi, qui est en lien avec quelle couleur j'étais pour apporter dans l'entreprise. Fait que quand on prend du temps pour nous, puis vraiment prendre du temps pour nous, ça amène des réflexions qui sont hyper le fun. Puis il n'y a pas, ça ne sera jamais du temps perdu. Jamais. Super intéressant, Stéphane. Écoute, si tu veux, on continue avec ta quatrième erreur. On y va en descendant. La prochaine erreur, je pense que c'en est une qui est un peu en lien avec la communication. Hein? Ce serait d'oublier de couvrir les 3 piliers de l'ego. Tu me disais que c'est un apprentissage que tu avais fait beaucoup à l'école. Fait que parle-moi un peu de ça. C'est sûr que l'école de Beauce, pour moi, ça a été un passage marquant. Là. Je n'étais pas un grand studieux à l'école standard. J'étais un TDA, c'est clair, non diagnostiqué parce que je suis trop vieux. Fait que, comme le sont beaucoup d'entrepreneurs. Hein? Oui, c'est ce que je me fais dire souvent. À la blague, évidemment. Oh, ben écoute, j'en ai fait une force de toute façon, mais dans mon temps, ce n'était pas diagnostiqué. Fait que les profs, ils disaient Stéphane est intelligent, mais il est toujours dans la Lune. Fait que être dans la Lune, c'était comme les TDA d'aujourd'hui. Mais l'école de Beauce m'a apporté complètement ailleurs, autant dans ma personne personnelle qu'au niveau professionnel. Puis on parle beaucoup de l'ego, bien évidemment, mais il y en a qui pensent que l'ego est à abattre. Ce n'est pas vrai, en tout cas. Il y a différentes théories là-dessus. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que l'être humain a besoin de 3 choses. L'être humain a besoin de se sentir aimé, de se sentir sécurisé et de sentir qu'il est crédible aussi. Puis, pourquoi j'ai apporté cela? Parce que, en tant que chef d'entreprise, on a souvent des rencontres à faire qui vont être un peu plus touchées que d'autres. Quand on fait des speeches devant nos employés ou devant d'autres personnes, c'est correct, ça se prépare. Je dirais qu'on peut à ce moment-là un peu plus maîtriser le message. Quand on fait des rencontres one-on-one, des fois, c'est des rencontres qui sont émotives. On essaie qu'elles ne soient pas impulsives, mais ils sont souvent émotives. Et on a souvent des messages très importants à passer. Et souvent, quand on a des messages hyper importants à passer, mais les gens vont retenir les 5 premières minutes, puis après ça, ils écoutent moins parce qu'ils sont encore en train d'absorber ces 5 minutes-là. Puis prendre pour acquis que puis ça s'est passé récemment, je t'en ai parlé, Laurie, dans le fond, la semaine passée, mais ça s'est passé encore récemment. Puis je le regrette dans le sens que ce n'était pas l'intention. L'intention n'était pas d'en arriver là, mais j'ai insécurisé une personne dans une discussion, un one-on-one, alors que dans ma tête, c'est comme, il n'y avait absolument aucune insécurité là-dedans dans le message que j'envoyais. Mais je n'ai jamais pris le temps de préparer ma rencontre assez bien pour aller sécuriser ces 3 aspects-là. Fait que quand tu m'as contacté pour me parler de mes 3 erreurs, écoute, cette erreur-là, elle venait juste de se passer. Elle venait juste de se passer, puis je l'ai réalisé à quel point elle était hyper importante d'aller toujours dans toute communication, surtout du one-on-one, d'aller sécuriser ces 3 piliers-là de l'ego qui sont cruciaux pour l'autre personne, même si pour nous, ils font du sens ou c'est obvious, comme on dit en anglais, d'aller s'assurer que l'autre personne est sécurisée dans ça, puis qu'on est, en tout cas, passer le message qu'on a à passer, mais sécuriser ces trois piliers-là aussi.
C'est bon ce que tu dis. Puis, tu sais, nous, tu parles de rencontres qui sont plus one-on-one, mais quand on s'adresse, quand on a des communications importantes à faire, que ce soit à nos équipes de direction, à notre CA, ou peu importe, tu sais, un exemple là, que nous, on donne à l'école, ben c'est le fondateur de l'école, Marc Dutil, quand il y a une présentation importante à faire, il dit qu'il peut passer 1 heure à se préparer pour chaque minute de communication importante qu'il y a à faire. Puis, il rappelle aussi que oui, c'est important ta présentation devant ton conseil d'administration, mais de l'appliquer aussi quand tu fais du one-on-one. Fait que je trouvais ça intéressant de l'apporter. Oui, ben c'est ça. C'est important de regarder. Puis le pire, c'est que je le fais quand je fais des conférences, même quand je parle devant les employés ou des plus petits groupes, c'est de regarder vraiment les axes de tous les côtés, là, vraiment les deux côtés diamétralement opposés. Qu'est-ce qui peut arriver de mieux, qu'est-ce qui peut arriver de pire, puis essayer de répondre au plus de questions possibles pour voir comment la rencontre pourrait se dérouler. Mais une fois que ces questions-là sont répondues, je trouve que ça nous libère après ça pour offrir une meilleure écoute lors de la rencontre. Parce que tu as préparé toutes tes choses, fait que tu vas arriver dans la rencontre, puis tu vas avoir une plus grande ouverture, puis une plus grande écoute. Oui. Écoute, on continue. 3e erreur de Stéphane Julien, ne pas évaluer ou mal évaluer les membres de ton équipe, ne pas les évaluer correctement. C'est un peu en lien avec ce que tu viens de parler aussi quand tu fais une rencontre d'évaluation, hein, bien communiquer. Fait que je te laisse nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Bien, c'est drôle parce qu'il y a eu un bout de temps, on dirait que j'étais quand même meilleur que je le suis présentement. Fait que c'est une erreur des fois, on est complaisant avec nous-mêmes. Tu sais, on pense ou on fait quelque chose, puis après ça, on dit OK, parfait, c'est fait, on s'en débarrasse ou on dit OK, parfait, puis on ne s'en occupe plus. Mal évaluer les membres de notre équipe de gestion, ça peut prendre différents formats. Est-ce que les rôles, les responsabilités et les profils de compétences sont faits et à jour pour tous les membres de notre équipe? Je dois avouer que je suis en train de refaire les miens parce que quand je me suis remis dedans, je me suis aperçu qu'il y avait soit des rôles qui avaient été modifiés à travers le temps, scindés en deux, puis il y en a qui ont été faits dans des moments différents. Fait que essayer de les remettre à jour et aussi de les utiliser pour faire les évaluations. Parce que quand on veut évaluer un directeur, un VP en ce qui me concerne, annuellement, quand la définition de tâches et des responsabilités est bel et bien faite, puis est claire, puis est à jour, bien, tu as tout là-dessus pour faire ton évaluation annuelle, pour voir qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est en vert, qu'est-ce qui est en jaune, les pistes d'amélioration, puis qu'est-ce qui n'a pas été fait du tout. Fait que ça peut nous permettre aussi de revoir c'est quoi les objectifs pour l'année d'après. Puis ça va être le prochain point qu'on va voir au niveau des objectifs, mais mal évaluer nos gens, c'est définitivement quelque chose que je erre encore un petit peu trop, mais que je suis en train de remettre, assez droite. Il y a une chose que j'avais faite aussi il y a une couple d'années je ne veux pas le faire à tous les 12 mois, mais à tous les 3, 4, 5 ans, c'est de faire un test 360. Faire un test 360, quand je l'ai fait, je me demandais pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Passer un test 360 à notre équipe de gestion, ça a été révélateur, autant pour moi que pour même les membres eux-mêmes, parce que le test 360, c'est eux autres s'auto-évaluent et ils se font évaluer par 5, 6 personnes de leur pair et pas nécessairement toujours dans l'équipe de direction, mais d'autres personnes aussi. Fait que ça me permet aussi de voir d'autres perspectives, parce que moi, quand je travaille avec mon équipe de gestion, on a un style de travail ensemble. Est-ce que ces gens-là travaillent de la même façon avec les autres personnes, les autres départements? Fait que c'est une belle façon de pouvoir le challenger et le benchmarker, dans le fond. Désolé pour tous les anglicismes. C'est bien correct. Écoute, j'aimerais ça, vu que tu en parles un petit peu, que tu nous parles comment ton processus d'embauche, c'est quoi? Je sais qu'à l'école, on parle, il y en a beaucoup des fois qui parlent d'embaucher sur le fit. C'est-tu quelque chose que tu fais plutôt d'embaucher sur les valeurs, sur les compétences? Comment tu fais ça? Puis comment tu le maries peut-être avec justement, évidemment, tu as des besoins puis tu as une description de tâches, tu as des tâches qui doivent s'accomplir, mais est-ce que comment tu jongles un peu entre les deux? Je te dirais que là, plusieurs années, on avait juste une définition de tâche là, en bonne et due forme, comme bien les entreprises.
puis on avait le poste, voici ce qu'il faut faire, puis on trouve quelqu'un qui est capable de faire ces tâches-là. Là, c'est sûr qu'on y va d'une façon un peu plus moderne, c'est-à-dire, oui, on va aller chercher quelqu'un qui a une certaine expertise pour pouvoir accomplir ces tâches-là, mais on essaie aussi d'aller voir un profil de compétence. Là, c'est clair qu'on embauche en lien avec nos valeurs, notre code d'éthique et tout, puis il faut que la personne adhère à notre mission, vision, ça, c'est certain. Mais au-delà de ça, on essaie d'aller chercher aussi toutes les compétences de nos gens. Fait que voici le profil de compétences et de responsabilité qu'on a besoin pour le poste, pour le rôle, mais on essaie d'aller chercher aussi toutes les autres compétences que nos employés ou nos futurs employés pourraient avoir pour venir aider, dans le fond, l'entreprise. Quelqu'un qui t'embauche dans un poste X, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétences pour être dans un poste Y, à tout le moins dans certaines tâches. Fait on est en plein changement présentement de notre structure organisationnelle pour l'avoir de plus en plus transversale. Il y a différents termes. On pourrait parler d'holacratie, mais l'holacratie, c'est peut-être à une autre étape éventuellement, mais au moins en mode transversal, d'avoir des gens qui, même si la personne travaille dans le département de R&D, ça a des super bonnes idées en marketing, mais qu'elle fasse partie d'un cercle marketing pour venir, qu'on puisse bénéficier de cette compétence-là que cette personne-là a pour venir au profit. Dans le fond, c'est au profit de l'entreprise aussi. Et aussi, la personne s'accomplit d'une façon exponentielle parce que là, elle n'a pas juste l'impression, mais elle voit aussi que tout son potentiel est mis en œuvre à l'intérieur de l'entreprise. Fait que quand on embauche, je te dirais que cette nouvelle vision-là, cette nouvelle façon de faire-là va venir un peu teinter nos nouvelles embauches aussi. S'il y en a qui ont envie d'avoir une petite suggestion de lecture, là, c'est tout le temps le fun. Le livre Good to Great de Jim Collins, ça parle de comment faire monter les joueurs clés dans l'autobus, puis de les mettre dans les bons sièges pour justement les faire progresser, les faire performer, puis plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans sa zone d'excellence. Ça donne rarement des bons résultats de toute façon dans ce temps-là. Fait que Good to Great de Jim Collins, ça vous tente de le noter. Puis Stéphane, je reviendrai, tu parlais, tu dis évidemment, on embauche sur nos valeurs, puis il faut qu'ils adhèrent à la mission, mais comment tu fais pour le valider? À l'école, nous, tous nos entrepreneurs athlètes font la formation là, du fameux Dynamics ou profil Nova, là, le test des couleurs. C'est-tu quelque chose que tu t'as ramené dans ton entreprise? Comment tu fais là, pour justement aller confirmer tout ça? Écoute, quand tu as mentionné les deux, c'est sûr que moi, quand j'ai vécu le test Dynamics en début de parcours en 2018, j'ai tellement aimé ça que j'ai fait venir Yves dans l'entreprise, puis on a fait une demi-journée ou une journée complète. Eux qui nous connaissent moins, Yves Plourde, parce que 2 fois quand même qu'on dit son nom, parce que c'est votre coach. Fait que Yves Plourde, c'est le coach qui accompagne ta cohorte, la C17, là, dans son parcours à l'école. Oui. Et Yves, dans la présentation du Dynamics, j'avais tellement aimé tout le contexte de ce test-là que je l'ai fait passer à toute mon équipe de gestion. Puis, ça a été révélateur, ça a donné lieu à des super belles discussions aussi. Puis après ça, dans une autre étape, là, il y a 6 mois, c'est mon vice-président aux opérations, Steve Croteau, qui fait partie de la C20. Donc, il a joint l'école de Beauce aussi. Puis là, l'école a changé le Dynamics pour le Nova ou le Nova. Et Steve a beaucoup aimé ça. J'ai passé le test Nova, puis on a décidé de le faire passer pas juste à l'équipe de direction, mais à toute notre ligne de coordonnateurs. Fait que notre structure, de la façon qu'elle est faite, à part VP directeur, l'autre ligne tout de suite en dessous, c'est les coordonnateurs. On a à peu près une quinzaine là, de coordonnateurs ou titres semblables. Alors, on a fait passer le test Nova à tout le monde et on a fait aussi une séance d'information qui allait avec ça. Donc, oui, c'est encore des codes de couleur. Effectivement, pas juste le test pour savoir quelle couleur on porte en nous. Hein? Non, c'est ça. Toute la formation qui allait avec ça, les gens, ils ont adoré. Puis je te dirais que aussitôt qu'on va embaucher quelqu'un qui est dans un poste, pas nécessairement de direction, mais quand même de gestion, on va faire passer le test Nova, ça c'est certain, parce que c'est trop révélateur comme test. Là. Ça va encore plus loin que le Dynamics. Super intéressant. On continue. Vous êtes prêts? Vous êtes toujours avec nous, la gang. S'il y en a qui ont des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser absolument dans le chat. Alors, prochaine erreur, Stéphane, tu nous parlais, tu dis s'assurer que les objectifs sont SMART. Mais SMART,
on la connaît un peu, on connaît l'acronyme, mais tu as quand même un petit clin d'œil à faire là, dans ça, c'est le fun. Ils ne sont Ben, pas juste spécifiques. non, c'est ça. Ben, écoute, je pense que tout le monde connaît les objectifs SMART là. Depuis le temps qu'on en parle, là, on sait à quel point il faut qu'un objectif soit quantifiable, mesurable, atteignable, la patente. C'est juste le S de spécifique que moi, j'aime pas. Moi, il faut qu'il soit stimulant. C'est comme. Ouais. Puis c'est l'objectif numéro 1 que tu veux donner à quelqu'un, c'est qu'il faut que ça soit stimulant. Si ça ne le stimule pas, ben, ça n'arrivera pas. Puis pourquoi je l'ai mis comme erreur? Parce que j'ai déjà donné des objectifs à des personnes qui étaient aucunement stimulantes, probablement, ni mesurables, ni probablement atteignables, parce qu'on ne peut pas le mesurer, fait qu'on ne sait pas si on l'a atteint. Fait que ça paraît des principes, en tout cas, c'est des principes qu'on entend souvent, mais est-ce qu'on les met vraiment en application tout le temps? Puis en ce qui me concerne, la réponse était non. Tu sais, puis j'ai 2 exemples là-dessus. Quand j'ai demandé à un moment donné à mon VP vente et marketing qui s'occupe aussi, parce que c'est lui qui est au front avec nos distributeurs, les clients et tout, de revoir complètement l'expérience client chez Moderco. Donc, de revoir à partir de la soumission jusqu'à la livraison et même l'installation sur le chantier. Donc, de revoir l'expérience client au complet. OK, mais encore, c'est sur quoi on va se baser, c'est quoi les métriques, comment qu'on va faire pour savoir que cet objectif-là a été atteint ou non. Fait que c'est pas un objectif, ça peut être un plan de match, c'est quelque chose de très flou. On peut le transformer en objectif, mais quand il est juste verbalisé comme ça, c'est clair, ce n'est pas un objectif SMART, ça c'est clair. Puis la même chose quand j'ai donné à mon VP opération, ou même à mon équipe de direction, ça c'est encore pire parce que tu donnes un objectif à plusieurs personnes, ne jamais faire ça. Qui porte le ballon. Oui, c'est ça, c'est qui porte le ballon, personne ne le prend, je peux vous le garantir. Mais, ou bien non, tout le monde veut le porter, en tout cas, peu importe, mais ce n'est pas clair. Puis quand ce n'est pas clair, ça n'arrivera pas. On peut juste avoir une chose, c'est se créer pas du mécontentement, mais de la déception parce que ça n'arrivera pas. Quand j'ai dit aux gens, on travaille trop en silo chez Moderco, il n'y a pas assez de collaboration, les gens, il n'y a pas assez de synergie entre les départements, fait que j'aimerais ça qu'on abolisse les silos. Encore une fois, c'était un petit peu trop vague, puis peut-être pas donné à une personne spécifiquement, ce qu'on a réglé un petit peu maintenant. Et la manière de s'y rapprocher ou les moyens qu'on prend pour pouvoir enlever les silos sont un peu mieux définis aujourd'hui. Mais dans le temps, après ça, je me demandais pourquoi les choses ne changeaient pas. Tu sais, je me suis dit souvent que j'ai été un expert de pitcher une ligne à l'eau. Dans un comité de direction, je pitch une ligne à l'eau parce que j'ai une attente envers quelque chose. Je pitch une ligne à l'eau, puis dans ma tête, c'est clair qu'il y a quelqu'un va prendre la POC, quelqu'un va se reconnaître parce que ça représente beaucoup plus un département que d'autres. Fait que je m'attends à ce que quelqu'un la prenne. Puis tout ce que ça a réussi à créer, c'est de la déception. De la déception parce que mes attentes n'étaient pas atteintes. Mais après ça, tu as 2 choix. C'est soit que tu blâmes la personne que tu penses qui aurait dû la prendre ou tu te blâmes toi-même. Fait que je me blâme moi-même, puis j'ai jamais eu peur de me blâmer moi-même. Si la POC n'a pas été prise, c'est peut-être parce que c'est assurément parce que le message n'était pas assez clair. Fait que dans cette optique-là, je parlais tantôt de mal évaluer ou de ne pas évaluer à notre équipe de direction. Les objectifs viennent en lien avec ça, puis l'autre portion aussi, puis l'autre portion qui est l'autre erreur qu'on va parler tantôt, mais si ça, ce n'est pas fait, on peut, s'il vous plaît, donnez-vous pas aucune attente parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y a rien qui va arriver, puis après ça, on aura juste nous-mêmes à blâmer. C'est un peu tough de se blâmer, mais quand on arrive à ce niveau, quand on est capable de s'autocritiquer, je reviens à l'erreur tantôt, de s'auto-diagnostiquer, mais s'autocritiquer aussi, c'est très sain aussi. Puis quand tu lances une ligne à l'eau, comme tu dis, ou que tu donnes un mandat dont les objectifs, c'est trop flou, c'est pas clair ou c'est pas assez précis, c'est pas nécessairement peut-être stimulant aussi. Tu sais, tu dis c'est décevant, mais outre la déception, ça a sûrement des impacts dans l'entreprise, puis dans l'équipe, puis dans les résultats que tu espères obtenir. Ben, je ne dirais pas nécessairement dans les résultats parce que toutes les idées que j'ai en tête,
c'était souvent c'était pas sur le rendement, mais c'était plus, j'aimerais ça que le département bâtisse ça ou développe tel programme ou des choses comme ça. Fait que, est-ce que ça nous a empêché d'avancer? Fort possiblement. Est-ce que ça l'a nuit à l'entreprise? Je n'irai pas jusque-là, mais ça l'a définitivement mis un frein à plusieurs niveaux parce que je n'ai pas été assez spécifique et dans l'élaboration de l'objectif, dans mes attentes, puis dans les. C'est pas à moi à trouver les moyens. S'il faut que je donne un objectif et que je détermine c'est quoi les moyens pour mes gens, ben en quelque part, je vais payer mes gens crissement trop cher, puis je vais pouvoir faire la job moi-même. Mais les gens que j'engage, j'ai aucune honte à le dire, c'est tout du monde mauditement plus intelligent que moi dans leur sphère de gestion et tout. Fait que ça me fait plaisir de leur donner un objectif, challenger même cet objectif-là. Tu sais, quand je disais dans le temps, j'ai déjà été meilleur à un moment donné. On avait une structure de directeur, puis quand je rencontrais chacun des directeurs, je passais du temps avec eux une fois, plus qu'une fois par année, mais une fois officiellement. Dans le temps qu'il y avait du hockey au Centre Bell, on prenait cette belle opportunité-là. On allait manger au restaurant avant, on évaluait l'année, on regardait les objectifs s'ils avaient été atteints ou non, on déterminait les objectifs pour l'année d'après. Mais sur 3 objectifs, j'en donnais seulement un. L'autre, il fallait que ce soit le directeur qui se donne un objectif de rendement, mais plus en lien avec son rôle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour s'élever dans son rôle au niveau des départements qu'il a à gérer? Et le troisième, c'est un objectif de santé. C'est un objectif de santé, fait que, puis peu importe de quel ordre il peut prendre, ça peut être de décider de faire un petit marathon de 5 km, comme ça peut être de prendre plus de temps pour lui, ou faire du yoga, ou faire des affaires. Pour moi, l'équilibre mental et physique est crucial, pas seulement pour moi, mais pour toute mon équipe de gestion aussi. Fait que ça, c'est crucial. Fait que ça, quand je disais que je le faisais pas payer dans le temps, c'était ça. Est-ce que j'ai erré un peu? On a eu d'autres choses, tout ça. Puis là, je ne veux pas me trouver des excuses, même si c'est ça que je suis en train de faire. Mais j'ai laissé ça aller un petit peu, puis on est dans des beaux projets. On va pouvoir resserrer, pas resserrer la vis, mais je vais pouvoir m'améliorer un petit peu à ce niveau-là. Comme j'ai dit tantôt, c'est des erreurs, mais c'est des pièges aussi. Puis, je ne suis pas parfait non plus. Là. Super intéressant, ces objectifs-là. Puis en plus, il faut quand même dire qu'ils ont un beau modèle parce que tu es vraiment un grand sportif. Je pense que tu es vraiment un amateur de courses extrêmes, les Spartan Race et compagnie, hein, je me trompe-tu. Tu es un musicien aussi, fait qu'un grand créatif. Ouf. Écoute, tu portes ta guitare. On va commencer par les Spartan Race. Un grand sportif, je ne me considérerais peut-être pas comme un grand sportif, mais j'aime bouger, ça c'est certain. C'est sûr que si les courses à obstacles comme les Spartans avaient existé quand j'avais 20 ans, j'aurais été une machine. À 52, je peux dire que je suis plus indulgent envers moi-même. Fait que je ne vais pas pour compétitionner, mais je vais pour compétitionner avec moi-même. J'essaie juste de battre mon propre temps et non pas de finir dans les 3 premiers. Mais j'adore ça parce que ça allie tout le côté cardio et le côté physique aussi avec tous les obstacles. Fait que ça c'est mon genre de course. Malheureusement, en 2020, il n'y en a pas eu beaucoup. Fait que j'étais assez tranquille en 2020, mais en 2018, j'avais fait ce qu'on appelle le trifecta, là, les 3 courses pour avoir la grosse médaille, mais peu importe. Ça, c'est quelque chose que j'aime. J'aime bouger. Puis là, en 2020, j'ai découvert la corde à danser. Fait que je fais de la corde à danser dans mon salon, devant la télé, en écoutant de la musique. C'est merveilleux. Puis ils disent que la corde à danser, en temps égal, c'est meilleur pour le cardio que faire de la course à pied. Puis j'ai courir sur l'asphalte. Fait que je fais de la course, je fais de la corde à danser avec de la bonne musique. Ça fait un job. Pour ce qui est des cours de guitare, on va passer ça parce que, écoute, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé ça. Je n'ai pas abandonné. Je vais continuer, mais c'est tough en tabarouette. Quand ton cerveau n'a pas été aligné pour jouer un instrument de musique, puis tu commences ça à 52, plus on est vieux, plus c'est difficile, je pense. Hein? Sacrifice. En tout cas, pour mon cas, oui. Mais c'est pas grave, c'est du fun. J'ai fait un petit tour, je t'avais jeté un petit œil dans le chat pendant que tu jasais, puis comme il nous reste une erreur, je reviendrai sur quelque chose. Il y a une question intéressante. On parlait du profil. Mais en fait, je vais prendre la deuxième, tiens, comme elle est en lien avec ce qu'on vient de dire, parce que tu parlais du mandat là, que tu as donné je pense que c'était à Steve, là, tu disais que tu as donné un mandat là, pour aller briser les silos. Il y a quelqu'un qui demande, as-tu des exemples de changements dans l'entreprise pour éviter de travailler en silo? Fait que des exemples que tu aurais... Des façons de faire peut-être que tu aurais mis en pratique qui auraient contribué à éliminer certains silos? Je pourrais en parler de deux façons.
Parce qu'il y a une chose, il y a un programme qu'on a inventé chez Moderco puis qu'on n'a pas mis encore de l'avant, mais que dans notre future bâtisse, qu'on vient juste d'annoncer, puisque présentement, on est dans 3 plans de production, plus une warehouse ailleurs. Fait qu'on gère comme 4 plans. Fait que d'avoir tout le monde réuni sous le même toit avec tous les départements, présentement, c'est impossible. On se fait bâtir une nouvelle bâtisse. Fait que en 2023, on va être tous réunis sous le même toit, puis ça va être au cœur de tout ça. Par contre, je vais vous partager c'est quoi le programme. Vous irez voir sur notre page Facebook, on a partagé ta belle nouvelle, justement. Ben cool. Ben, merci. Puis là, il y a Steve Croteau, notre vice-président des opérations, qui est en charge de ça. Puis je trouve que son approche est super bonne. Au lieu tu sais, des fois, tu veux inculquer une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire, puis c'est probablement la pire façon à faire. Là, quand tu dis vous devriez faire ça, au lieu d'impliquer les gens dans des gens de différents départements, puis essayer pas essayer, mais avoir une discussion ouverte avec les gens pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut arranger ça, puis que ça vienne de eux. Que ça vienne de eux, de voir comment on est capable de mieux collaborer ensemble, puis de leur faire voir c'est quoi la plus-value aussi de ça. Parce que juste de dire on ne veut plus avoir de silos, puis vous devriez avoir une bonne chimie entre vous, ou ben non, arrêtez de vous bitcher, ou peu importe. C'est de leur faire voir c'est quoi la plus-value si on travaille tout le monde ensemble. T'sais, on travaille pour une seule et unique entreprise qui est Moderco. On devrait avoir un seul focus, un seul but commun, puis c'est de travailler ensemble, c'est de leur faire voir que leur collaboration va avoir une plus-value. C'est le 1 + 1 = 3. Là. Puis, à travers tout ça, c'est quoi je voulais dire? Tu vois, c'est ça que ça fait des fois à 52 ans, on a des pertes. Mais, non, mais tu parlais de s'assurer là, que tout le monde travaille vers le même objectif. C'est toi qui va le porter. C'est ça. J'avais posé la question à un moment donné à tous les coordonnateurs. J'ai dit, si vous aviez 3 choses à améliorer chez Moderco, peu importe là, votre département, d'autres départements, ce serait quoi? Ça a été assez révélateur parce que tout le monde m'a répondu 3 affaires, mais c'était tous des départements autres que les leurs. Tu comprends? Fait que ça, c'est très révélateur. Parce que c'est drôle, parce que l'autre département, lui, avait des choses à dire à ce département-là qu'il pourrait faire et qui l'aiderait plus. Fait que quand je parle de s'autocritiquer, c'est correct en tant que président d'être capable de le faire, mais il faut être capable de le faire aussi. Tu sais, comment moi, je peux être une plus-value pas juste pour moi, mon département, mais pour les autres départements. Qu'est-ce que je peux faire pour aider d'autres départements? Fait que c'est plus dans cette mentalité-là que Steve apporte aussi la cassure des silos et tout. Ça, c'est ce qui se fait de façon concrète présentement chez Moderco. Puis notre programme qu'on avait pensé, c'est le Moderco 24/7. Le 24/7, c'est d'aller passer 24 heures de formation. C'est une cohorte de 7 personnes qu'on veut faire, 7 personnes qui viennent de différents départements. Il faut qu'ils aient passé 24 heures dans 3 ou 4 départements différents. Donc, il y a un département ou un poste, ce n'est même pas un département, c'est un poste spécifique ou des familles de postes. Alors, il y aurait un poste qui serait dit à la personne, comme toi, Laurie, je veux que tu ailles faire ce poste-là. Il y aurait un poste qui serait choisi par la personne. Donc, moi, j'aimerais aller voir comment ça se passe dans tel département, à tel poste. Et il y aurait un poste qui serait pigé au hasard. Dans le fond, dans un chapeau, tous les postes, toutes les familles de postes sont là, ils pigent un poste au hasard. Et là, il faut qu'ils divisent, dans le fond, son 24 heures en 3 formations. Il peut passer un peu plus de temps, un peu moins dans chacun des postes, dépendamment de ce que ça va lui apporter. Mais en bout de ligne, il faut qu'il ait fait 24 heures de formation à l'interne chez Moderco pour pouvoir, après ça, avoir... Parce que puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître là-dedans, mais c'est fou à quel point les gens ont un jugement facile de d'autres départements, de d'autres gens, alors qu'ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais le monde a un jugement assez facile, alors que quand ils comprennent les réalités des autres, c'est drôle, leur point de vue, il change presque du tout au tout. Fait que de faire ce programme-là, ça va être bénéfique. Fait que présentement, Steve travaille sur une méchante belle, un super bel angle, mais ce programme-là, on l'a en quelque part dans notre filière, là, puis on va le ressortir assurément éventuellement.
C'est vraiment le fun. Il y a quelqu'un, j'ai vu le passer, le commentaire, puis là, il m'est disparu. Je pense que c'était José qui disait que c'était vraiment une super idée. Effectivement, une super idée. Hey, il y a des questions intéressantes dans le chat, fait que j'ai envie qu'on termine avec ta cinquième erreur, en fait, ou la première, là, selon, hein, et qu'on y revienne après, parce qu'il y a vraiment des bons points qui seraient intéressants qu'on aborde ensemble. Alors, ta dernière erreur, Stéphane, roulement de tambour, c'était prendre pour acquis et pas faire assez de suivi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? OK. Ben, premièrement, je n'ai jamais entendu aucun chef d'entreprise ou même, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il communiquait trop, puis que sa communication était trop claire. Je n'ai jamais entendu ça. J'ai entendu beaucoup le contraire, pas assez de communication, puis sa communication n'était pas assez claire. Mais le contraire n'est jamais vrai. Fait que si le contraire n'est jamais vrai, ça veut dire que ça ne peut jamais être trop clair. C'est en lien direct avec les deux autres erreurs que j'ai nommées tantôt, c'est-à-dire au niveau de l'évaluation, ou ne pas évaluer, mais mal évaluer nos équipes ou nos gens, puis après ça, donner des objectifs clairs, nets et précis. Ça c'est comme, j'appelle ça la théorie du site web des années 2000. À un moment donné, quand les sites web sont devenus très populaires et que ce n'est pas tout le monde qui en avait, mais les gens, ils pensaient que, ben, gars, je vais le faire, mon site web, là, puis une fois qu'il va être fait, ben, gars, je vais l'avoir, puis c'est tout, puis on va l'oublier. Fait que ça l'a changé beaucoup depuis ce temps-là, parce que là, les gens, ils savent, ils comprennent qu'il faut qu'ils nourrissent ce site web-là s'ils veulent continuer à être bien positionnés, s'ils veulent continuer à avoir cette notoriété-là dans leur marché et tout. Bien, c'est la même affaire. Mon parallèle est peut-être boiteux, mais c'est ça. C'est la même affaire avec nos gens. Ce n'est pas parce qu'on va leur avoir donné un super bel objectif avec une belle évaluation que là, après ça, on peut dire, OK, parfait, case close, je te revois dans 12 mois, puis on va revoir ça juste dans 12 mois. Prendre pour acquis que cette personne-là va tout faire en dedans de 12 mois, les chances que ça glisse, qu'il y ait d'autres priorités qui se glissent à travers ça. S'il n'y a pas des rencontres qui se font de façon trimestrielle, il y a assurément des choses qui vont glisser entre deux cracks, un oubli, une mauvaise compréhension, peu importe. Tu sais, en tant que chef d'entreprise, c'est même crucial de le faire, pas juste pour mesurer le degré d'avancement de ces choses-là, mais de voir si cette personne-là a besoin d'aide, est peut-être submergée pour des raisons diverses à cause de d'autres priorités qui sont arrivées. Peut-être qu'elle a besoin d'un peu plus d'aide, une ressource supplémentaire ou des choses comme ça. Fait que c'est important d'offrir cet appui-là aussi à nos gens qu'on rencontre. Fait que je te dirais vraiment que c'est 50-50, c'est de mesurer l'avancement. Si ce n'est pas à un niveau où est-ce que ça aurait dû être autant qu'on le mesure, de comprendre le pourquoi, puis après ça, d'offrir de l'aide ou d'offrir comment on fait pour y arriver ou reprendre le retard perdu ou le retard pris et tout ça. Fait que prendre pour acquis, c'est un piège aussi. Je rentrerais peut-être ça aussi dans la procrastination, là, qui est un mot un peu galvaudé, mais qui est tellement vrai aussi. Je pense que l'être humain en général, pas tout le monde, mais l'être humain en général aime procrastiner ou à tout le moins aime faire les choses qui vont avoir des petits wins rapides au début, puis après ça, les choses de plus longue haleine ou de moins grande envergure, bien, ils vont avoir tendance à les repousser un peu. Tu sais, moi, je suis un jaune, peu importe le Dynamics ou que ce soit le Nova, je suis un jaune. Fait que les jaunes, c'est des extravertis intuitifs. Fait que moi, je peux penser à un grand projet, je suis un créateur, j'aime pas être en dehors de la boîte, j'aime inventer la boîte, j'aime sortir de ta zone. J'aime sortir de ma zone, j'adore sortir de ma zone, je suis très inconfortable dans ma zone de confort. J'aime pas ça être là-dedans, il faut absolument que je me sorte de d'autres choses. Mais une fois que les grandes lignes d'un projet ils sont faites, après ça, moi, j'aime passer à d'autres choses. Ça, j'ai eu à gager ça un peu pour ne pas essouffler mon équipe non plus, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste leur pitcher un paquet de projets à un stade embryonnaire, puis après ça, ils n'ont pas le temps de le développer, puis après ça, tu arrives avec un autre. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Puis je te dirais que je me suis corrigé quand même pas mal. Je me suis ajusté beaucoup à travers les années, peut-être la maturité, les cheveux gris. Mais c'est quelque chose que, tu sais, aller vraiment dans le fond des choses, trouver les moyens. Je suis quand même capable de trouver des moyens parce que j'ai mon bleu qui n'est pas très, très loin non plus de mon jaune. Mais je laisse. Un profil qui n'est pas si fréquent, ça, jaune-bleu, c'est intéressant, un stratège. Dans le Dynamics, j'étais le seul de ma cohorte qui avait des couleurs diamétralement opposées.
J'étais jaune-bleu dans le proactif, dans le réactif, j'étais un vert rouge. Oh! On switcherait complètement, là. Complètement. Fait que c'est ça. Fait que quand je disais à mon coach, tu ne veux pas être dans ma tête des fois parce que ça parle vite. mais c'est ça. Fait que je garde mon degré de zénitude à travers tout ça. Hey, merci Stéphane d'avoir partagé tes 5 erreurs. Puis là, je vois dans le chat qu'il y a une question qui est là depuis un petit moment, puis est quand même en lien avec, ben là, on vient encore de parler des couleurs. Hein? Yvonne nous demande, est-ce qu'il y a un profil de couleur qui pour toi devrait être privilégié dans un poste de gestion? Intéressant. Dans un poste de gestion? Oui. Ben, écoute, moi, je ne pense pas qu'il y a de profil parfait pour rien. Il faut juste savoir bien s'entourer, ça c'est clair. Mais c'est sûr que moi, si je me mets, tu sais, moi, je suis en mode gestion, mais je fais de la gestion auprès d'une équipe de direction. Fait que même eux, à leur niveau, ce n'est pas des doers en soi, mais plus on va descendre, je n'aime pas ça dire doer, mais c'est pas, je ne m'attends pas à ce que ce soit eux qui tout le temps se lèvent les manches puis qui font les choses. Ils ont des équipes, ils ont des départements, alors ils vont les faire. Fait que je dirais que dépendamment du poste qu'on a à faire, les couleurs vont peut-être prendre un peu plus d'importance. C'est sûr qu'il y a des départements. Il y a des départements comme le département des finances. Tu vas avoir quelqu'un qui va avoir du bleu fort quand même. Fait que ça, c'est au niveau des skills. Mais en termes de gestion de personnel, je dirais que les jaunes peuvent être quand même pas pires, les bleus aussi. Les rouges peuvent être ça peut graffiner un peu. Par contre, si le rouge il est entouré de rouge dans son équipe, ça va être correct. Mais si le rouge est entouré de gens qui sont verts un peu, et les verts, on le sait, c'est des personnes très sensibles, proches du cœur, c'est des gens qui sont très collaboratifs, alors que le jaune, il est go, 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 résultat, résultat, puis lui, il peut parler un peu fort, le vert va se sentir un peu shaky, puis il va le prendre personnel. Puis je prends toujours l'exemple de quand moi j'arrive au bureau, je sais exactement à quelle couleur je m'adresse. Si je parle à mon rouge, à un rouge qui est un de mes directeurs, c'est lundi matin. C'est toi qui adaptes la communication. Je ne demande pas comment que ça a été. Je ne demande pas comment que ça a été sa fin de semaine et tout ça, parce que lui, si je suis rentré dans son bureau juste pour ça, ben là, je viens de perdre 10 minutes de son temps, c'est clair. Puis si je suis rentré dans son bureau pour lui demander le rapport que j'ai demandé la semaine passée, mais que j'ai pris la peine de lui demander comment que sa fin de semaine avait été, lui, il aurait préféré que je dise « Hey, mon rapport que je t'ai demandé la semaine passée, penses-tu que tu vas me le donner d'ici midi? » C'est des straight to the point. Alors que le vert, si je demande le rapport direct sans lui demander comment que sa fin de semaine a été, là, c'est une atteinte personnelle. Fait est-ce qu'il y a une couleur préférable? Moi, je dirais que non. Il faut juste avoir l'intelligence de savoir à qui tu t'adresses quand tu es dans un poste de gestionnaire, de comprendre ça puis de jouer avec ça. Puis quand je dis jouer, ce n'est pas manipuler, mais c'est vraiment prendre, pas prendre avantage, mais dans le sens que je vais m'adresser à un rouge différemment que quand je m'adresse à un vert, c'est clair. Fait que moi, j'irais plus pour ça. Oui, il y avait comme quelques commentaires par rapport à ça dans le chat. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, qui est important de comprendre. C'est qu'au-delà de se donner des couleurs, ce qui est important, c'est de comprendre comment on communique avec ces personnes-là. Dans le fond, c'est juste un point de départ pour dire, ben OK, moi, mon équipe, j'ai rouge-jaune, fait que je sais comment je vais adresser mes objectifs et mes demandes à mon équipe. Mais on pourrait te dire, Stéphane, que dans le fond, un équilibre puis un mix de toutes les couleurs, c'est ce qui fait peut-être des équipes fortes, hein, des équipes brunes? Moi, je m'en dire arc-en-ciel. Je trouve ça plus cute que brun, là, mais c'est mieux. C'est comme tu veux. Moi, en tout cas, j'aime mieux l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, voilà. Mais tu sais, non, mais c'est ça. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur parfaite. Mais tu sais, de passer le Dynamics, c'est super. C'est très révélateur aussi parce que dans le Dynamics, tu vas avoir un beau rapport qui va dire avec telle personne quoi faire et quoi ne pas faire, quoi dire et quoi ne pas dire dans tes communications avec cette personne-là. Fait que, au début, ça demande un peu plus de préparation parce que oui, c'est vrai, je rencontre telle personne, tu retournes dans son rapport, puis tu regardes ça. Puis mais après ça, ça devient instinctif.
J'ai une autre question dans le chat. Ah, on a François-Olivier G13 qui est là. Salut François-Olivier, je viens de voir. On a Steve Proto de la C20. Ah, puis tu as Yvan, ton collègue de la C17. 17. Salut Yvan, merci d'être avec nous. Hey, j'ai une question dans le chat qui dit, je ne sais pas de qui elle vient, c'est un spectateur anonyme. Donc, avec le télétravail, comment avez-vous gardé, bon, la question vient de disparaître. Avec le télétravail, comment avez-vous gardé un contact soutenu avec les employés, puis comment les avez-vous motivés? Ça a été rough, puis je dirais que moi, je trouve ça encore rough. Moi, je trouve ça encore tough, puis on essaie de conjuguer avec la situation du mieux qu'on peut. Je ne pense pas qu'il y a de recette magique. Par contre, je peux juste nous rapporter au tout début de la pandémie, au mois de mars, quand on a fermé les entreprises. Ça, nous autres, étant une entreprise manufacturière qui avait des clients qui étaient ciblés comme des clients essentiels, on a été capable de réouvrir comme 3 semaines après. Mais tout le monde est en télétravail et tout ça, puis il y avait quand même un certain haut niveau d'intensité ou de nervosité. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'à tous les jours, avec mon équipe de direction, tous les jours, à 3 heures, 2h15, 3 heures, on avait une rencontre Teams pour voir comment la journée avait été, on était-tu correct, comment qu'on allait, on prenait des nouvelles de nous, on prenait des nouvelles de nos équipes. Fait qu'à tout le moins, avoir l'équipe de gestion up and running comme ça. Et on parlait de la situation parce qu'on sait à ce temps-là, ce qui était bon un jour, le lendemain, 24 heures après, c'était plus bon. Et c'était hyper important pour moi que le vendredi, on prenne ce temps-là aussi, mais c'était interdit de parler de COVID, interdit de parler de business. On se faisait un cocktail, on se faisait un cheers de fin de semaine. Fait un cheers de fin de semaine, nos conjointes pouvaient être là dans ce Teams-là. Sinon, on se le faisait juste nous-mêmes. La seule et unique loi incontournable qu'il fallait avoir un drink dans les mains. Alors, il fallait avoir un drink. On se félicitait pour notre belle semaine. On décompressait pour notre fin de semaine parce que c'était assez intense. Fait que ça a été un moyen, je dirais, au début de garder l'énergie et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie de garder un contact avec les coordonnateurs. Je vais au bureau à peu près 2-3 fois semaine. Sinon, je suis en télétravail aussi parce qu'il y en a qui sont en télétravail qui aiment ça. Il y en a d'autres qui sont en télétravail parce qu'ils sont obligés, mais ils aimeraient mieux être au bureau. Fait qu'on a à conjuguer avec tout ça. Chaque directeur, chaque VP est en charge aussi de communiquer fréquemment avec ces gens. Puis tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être éclatés, ils peuvent faire des cocktails comme nous autres, on a fait avec notre équipe de direction. Mais je dirais que c'est difficile. Tu sais, moi, quand je vais au bureau, avant la pandémie, à toutes les fois que j'allais au bureau, encore aujourd'hui, mais là, il y a beaucoup de monde en télétravail, mais moi, je suis quelqu'un que, aussitôt que j'arrive au bureau, je fais le tour des bureaux complets. Je vais dire bonjour à tout le monde. Je pique une jasette à différentes personnes, sauf les rouges. Les rouges, j'essaie de ne pas trop les déranger. Non. Mais je vais dire bonjour à tout le monde. Fait que là, c'est sûr qu'on a 3 plans de production. Fait que j'essaie d'aller dans les 3 plans de production aussi souvent que je peux. Je fais mon tour d'usine aussi le plus souvent possible. On est très humain chez Moderco. On essaie d'avoir cette connexion-là, mais le télétravail est quand même assez difficile. Mais on prend des nouvelles souvent des gens. Mais est-ce qu'on a créé une plateforme pour se regrouper? Puis tout ça, la réponse, c'est non. Puis on devrait peut-être le faire. On devrait peut-être créer une plateforme ou un meeting officiel. Puis les gens qui veulent se connecter, ils se connectent. Puis qu'on reprenne un peu le cheers de fin de semaine. Puis les gens qui sont là, ils sont là. Puis qui veulent venir sont là. On entend beaucoup que toute l'informel, parce que maintenant, il faut se booker un meeting si on veut avoir une jasette. Fait que tout l'informel qui arrivait quand tu t'en allais te chercher un café dans le corridor, tu réglais ou 2-3 affaires en jasant avec quelqu'un dans le cadre de porte, c'est ça qui manque. Puis je pense que tout le monde est encore en apprentissage à travers tout ça. Il y a Suzy, en lien avec ça, qui dit quelles sont vos stratégies de retour post-pandémie, retour plein temps au bureau, avantage du télétravail maintenu? Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose dans votre façon de vous organiser, là? C'est drôle parce que juste avant la pandémie, on était en train de faire notre politique de télétravail. Fait qu'on était déjà au niveau de la structure, logiciel, informatique et tout, on était OK pour faire du télétravail à un certain niveau. La pandémie a juste fait accélérer ce processus-là. Fait qu'on a revu toute notre politique de télétravail avec la pandémie, parce que le télétravail a frappé tout le monde
sans avertir, sans qu'on soit 100% prêt. Mais puis en plus, nous autres, c'est qu'on déménage, on se fait construire une toute nouvelle bâtisse. On était supposé commencer à creuser en 2020. On a reporté ça d'1 an à cause de la pandémie. Mais tous les plans architecturaux étaient faits quand on a mis un hold sur le projet au mois d'avril. Et là, tous nos bureaux, il va y avoir beaucoup d'espaces communs, de coworking, tout ce qui était pas mal à la mode dans ce temps-là. On n'a pas eu le choix de revoir un peu tout ça. Quoique, il y avait quand même plusieurs départements qui étaient fermés. Là, on se dit, on a-tu assez de bureaux ou pas assez de bureaux? Comment on va gérer ça? Et moi, je voulais que les gens viennent absolument une journée minimum par semaine. Tu sais, quand on va être dans nos nouveaux locaux, là, je veux que les gens viennent minimum une journée par semaine au bureau, justement pour recréer cette connexion-là, puis le lien d'appartenance à l'entreprise. C'est hyper crucial pour moi. Fait qu'il y a eu certains débats par rapport à ça, certaines discussions. Puis il y a des gens qui disent, ouais, mais tu sais, ceux qui sont hyper performants à 5 jours, puis tout ça. Je dis, ouais, je sais, mais trouvons une solution pour qu'ils viennent une fois par semaine. Fait qu'on a dit, toutes les réunions qu'on va faire, il faut que les gens soient en présentiel. Fait que j'ai dit, ça, c'est parfait. Fait qu'arrangez-vous juste qu'il y ait au moins une réunion par semaine pour être certain de venir au bureau. Fait que moi, de venir passer 8 heures, puis je comprends la conciliation travail-famille aussi. Il y en a que c'est plus avantageux pour eux avec les enfants. Ça ne me dérange pas qu'ils viennent 2 fois 4 heures dans la semaine ou peu importe, mais je veux qu'ils viennent au bureau. Il va avoir un super bel environnement. Ça va être dynamique au bout. Fait que moi, je veux créer ça, mais en même temps, si les gens sont performants à l'extérieur, puis en plus, ce que le télétravail nous apporte, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Moi, nous autres, chez nous, on peut avoir peu importe certains départements plus que d'autres, mais on peut embaucher quelqu'un en Ontario ou en Californie qui pourrait être à temps plein pour Moderco ou même faire du 16 heures par semaine parce que le télétravail nous a appris à gérer pas par le nombre d'heures que tu viens travailler au bureau, mais par tâche que je m'attends à ce que tu accomplisses par jour, par objectif de rendement, exactement. Fait que si tu veux travailler 4 heures le matin, puis prendre 3 heures pour dîner, puis travailler jusqu'à 8 heures le soir, ça ne nous dérange pas tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas à être en contact avec des clients. Fait qu'on s'est ajusté énormément. On a revu toute notre politique de télétravail, puis je dirais qu'elle est assez permissive. J'espère que ça répond à la question. Oui, absolument. Patrick Lagacé dans le chat dit « Bonjour Stéphane, merci pour ton temps et le partage ce midi. Ma question pour l'entrepreneur. Dans le contexte actuel, quel sera le plus gros défi à relever pour toi et ton entreprise pour vous retrouver en ligne ou au-delà de vos projections financières que vous aviez fixées avant la pandémie? » Un peu en lien avec ce que tu disais, je pense, de revoir la façon d'atteindre, de mesurer l'atteinte des objectifs, là, pas en nombre d'heures, mais... Est-ce que la question est plus reliée au niveau opérationnel en général ou plus au niveau des individus et de leur efficience? Patrick, si tu veux nous donner un petit peu de précision, peut-être qu'on pourra revenir. J'ai Stéphane Tessier qui te dit « Salut, je suis là, t'es ton idole. » Est-ce difficile de gérer l'acquisition de matériel par employé en sachant pas nécessairement combien de journées un employé sera au bureau dans le futur? Tu sais, un ordinateur partagé entre plusieurs employés versus un ordinateur par employé. Christine Ruby qui nous pose cette question-là. Nous autres, il va y avoir des potes parce qu'il y a des gens qui vont être au bureau temps plein, il y a d'autres gens qui vont être au bureau, en tout cas, minimum 8 heures. Là, je parle de la future usine là, avec l'emplacement qu'on va avoir. Il va y avoir certains départements que les gens vont avoir des bureaux fermés pour des besoins X et d'autres lieux de travail qui vont être des espaces communs. Les espaces communs, ça va être des espaces où il va falloir développer notre plateforme de réservation en ligne. Fait que les gens qui veulent venir au bureau, il va falloir qu'ils réservent un espace. Les gens vont avoir un clavier et une souris à eux avec lequel ils vont toujours transporter. On a déjà, avec la pandémie, on a développé notre propre département sanitaire. Fait qu'on a déjà un protocole sanitaire hyper rigide chez Moderco. Fait que quand il y a quelqu'un qui vient travailler présentement à un poste de travail, ce poste de travail-là, il y a une petite pancarte comme quoi qui a été désinfecté. Après ça, il faut qu'on y retourne pour le désinfecter au complet. Fait qu'il va y avoir ce protocole-là encore en place. Si les gens veulent venir travailler, il faut falloir qu'ils se réservent une place, un endroit spécifique. Moi, ce que je veux, mon souhait profond, puis c'est un petit peu, la pandémie va avoir apporté ça aussi un peu, c'est que je veux que des gens, tu sais, on parlait d'abolir les silos tantôt. Moi, j'ai le mot département.
Ça, c'est peut-être personnel. J'ai eu le département. Je trouve que le département, je trouve que ça favorise des silos. Tu sais, un département, il me semble, c'est cloisonné, c'est le même. Puis on a beau fabriquer des cloisons, puis c'est ça qu'on fait dans la vie. Là. Ouais. Mais nous autres, c'est pour maximiser les lieux puis les rendre le plus versatiles possible et non pas pour diviser les gens. Mais ceci dit, on aimerait ça que quelqu'un, mettons, du département des ventes puisse réserver un espace bureau, pas juste dans le département des ventes, mais dans d'autres départements aussi, pour qu'il y ait plusieurs personnes cette journée-là, qu'il y ait quelqu'un du département des ventes, des achats ou du R&D qui travaille conjointement un à côté de l'autre pour favoriser aussi des discussions qui vont être différentes que s'ils étaient toujours à côté de leurs propres consoeurs, confrères. Fait que ça va arriver aussi dans le nouveau Moderco. Fait qu'il y a cette portion-là, mais les gens, mais on a aussi, on est en train d'acheter un paquet d'ordinateurs, fait que ça va être des ordinateurs qui appartiennent à Moderco, avec lesquels ils vont partir à la maison pour travailler en télétravail et on va leur offrir un budget X là, dans les alentours de 500 $ pour s'équiper à la maison. Fait que s'ils ont besoin d'une chaise, d'un bureau ou de peu importe quoi, ils vont avoir un budget de 500 $ ou dans ces alentours-là, là, ça reste à fine-tuner, mais pour pouvoir s'équiper à la maison. Patrick Lagacé a amené une précision là, à sa question. Si tu veux, dans le fond, ton plus gros défi à relever pour toi et ton entreprise, là, mais à un niveau plus opérationnel, c'est sûr que toi, tu as des gens qui doivent être sur place. Tout le monde ne peut pas être en télétravail. Non, c'est ça. Tout le monde ne peut pas être en télétravail, puis ça, on l'a défini. On a défini ceux qui pouvaient être à 100 % en télétravail, fait qu'on l'accepte encore. Ceux qui peuvent être, on a plein de gens là, qui sont 5 jours sur 5 puis qui ne viennent même pas au bureau pour absolument aucune raison. Puis présentement, toutes nos rencontres se font par Teams, fait qu'ils ne sont même pas obligés de revenir au bureau. Ça va être dans le futur bureau. Il y a des gens qui peuvent venir au bureau une fois de temps en temps. On n'accepte pas les gens de dire, moi, c'est-à-dire que c'est pas vrai. On a quand même une certaine latitude des gens qui disent, regarde, moi, je pourrais être 5 jours par semaine chez nous, mais je suis en train de virer fou, je suis en train de virer folle. J'aimerais ça aller une journée ou deux par semaine au bureau. Alors ça, on l'octroie, ce droit-là, il n'y a pas de problème. Les gens qu'il faut absolument qu'ils soient au bureau parce qu'ils sont en lien direct avec la production et vraiment au niveau opérationnel. Alors, ces gens-là, on leur demande d'être en grande majorité au moins 4 jours semaine au bureau. Fait qu'on réussit à s'en tirer assez bien au niveau de l'efficience de nos employés. Je dirais même qu'on s'en sort très bien. Notre plus gros défi opérationnel présentement, c'est vraiment du fait qu'on gère dans différentes usines avec. On n'est pas trop éparpillé, on est tout à Boucherville et Longueuil, mais c'est quand même très difficile à gérer et à être efficient à ce niveau-là. On a eu une courbe de croissance incroyable chez Moderco, mais à un moment donné, ta croissance, elle peut prendre un volume X maximum dans l'espace que tu as. À un moment donné, quand tu crois trop, à un moment donné, le volume continue à augmenter, mais ton efficience, elle diminue parce que tu es obligé d'être un peu à gauche et à droite. Fait que ça va nous aider beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec la pandémie, ça a tout à voir avec le nouveau building. Hey Stéphane, merci beaucoup. Écoute, avant de terminer, j'aurais 2 questions rafales, puis je ne t'ai pas préparé pour ces 2 questions-là. Fait que c'est pas arrangé avec le gars des vues, je te prends par surprise. J'aimerais ça savoir, là, écoute, la C17, il vous reste, vous allez graduer immédiatement, il vous reste un séjour à l'école. J'aimerais ça savoir au cours de ton parcours, l'entraîneur, je vais te donner le droit peut-être d'en nommer 2 si tu veux pour t'aider. L'entraîneur qui t'a le plus marqué, puis pourquoi? C'est tellement drôle parce que la semaine passée, je passais un petit peu de temps avec mon amie Sylvie Morneau de chez TKNL, qui est dans ma cohorte aussi, puis on se parlait justement de ça. Ça a été quoi nos faits marquants? Nos faits marquants. Et, Sylvie a dit, ici présente. Hein? Sylvie est là. Sylvie est là. Salut, Sylvie. Fait que je vais essayer de me souvenir, Sylvie, qu'est-ce qu'on a dit. Mais non, Monsieur Dutton, l'ex-président de Rona. Monsieur Dutton, ça a été un personnage, je dirais, plus grand que nature dans son. C'est un être introverti, mais Colin qui brille et qui rayonne, cette personne-là. Puis des fois, il y a des gens qui peuvent penser que être un entrepreneur, il faut absolument que tu aies risqué des choses financièrement. Tu es obligé d'avoir parti quelque chose. Là, on peut discuter de ça de long et en large.
même moi, je me considère plus comme un repreneur qu'un entrepreneur parce que j'ai repris l'entreprise de mon père, tu sais, qui avait déjà une belle vibe, une belle structure. Tu sais. Mais M. Dutton a été président de Rona puis a amené cette entreprise-là à un niveau incroyable. Puis son parcours de vie, de savoir où est-ce qu'il est parti, cette personne-là, quand il était tout jeune. Il n'était pas juste introverti, il y avait une gêne qui était presque maladive, qui l'empêchait d'avancer dans la vie. Puis quand tu vois tout le parcours qu'il a eu, puis de la façon qu'il raconte, moi, ça a été vraiment marquant. Alors, M. Dutton, ça a été vraiment un de mes gros coups de cœur. Puis là, tu en voulais un deuxième? Non, ben je t'en demandais un, mais je te donnais parce que des fois, c'est difficile d'en choisir juste un, je le sais. Mais non, je termine avec ma dernière question pour toi. Puis là, il y en a quelques-uns, je vois, qui sont dans l'assistance. Ils ne nous ont peut-être pas tous salués. Puis tu en as nommé quelques-uns aussi pendant notre échange. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'impact, si je peux le dire comme ça, qu'a eu ta cohorte dans ton programme. Qu'est-ce que ça change d'avoir une cohorte qui te suit avec toi pendant, ben là, presque 3 ans? Hein? Oui. Écoute, c'est fou, c'est difficilement explicable parce que c'est un peu comme mes objectifs non clairs que je disais tantôt, là, c'est non mesurable, ouais. Mais en même temps, c'est d'une puissance. C'est d'une puissance incroyable. Et c'est difficile de dire exactement qu'est-ce que la cohorte a apporté parce que c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est nos rencontres qu'on fait avec les 24 heures des entrepreneurs. C'est les experts qui viennent nous voir, comme Dominique Morneau, qui nous a tous flabbergastés. C'est le coach Yves Plourde qui nous accompagne, que ce soit Yves ou que ce soit un autre coach qui nous accompagne tout le long de notre parcours, et la cohorte. Moi, je te dirais, au-delà de tout, ce que la cohorte m'a apporté, puisque je suis aussi au club, au groupement des chefs d'entreprise. Fait que, des groupes d'affaires, ça fait longtemps que j'en ai, puis je vois le potentiel, je connais le potentiel que ça peut apporter. Mais je dirais, puis je n'ai pas été dans d'autres cohortes, mis à part quelques 24 heures que j'ai faites, que j'ai été capable de voir où je connais beaucoup de monde qui ont fait l'EEB, et la synergie et la collaboration, puis l'unité qu'on avait dans notre cohorte. Steve, je sais que tu es dans C20, là, mais vous n'arriverez jamais à la cheville de la C17. Non, c'est des blagues. C'est toutes les cohortes. C'est ça. Non, mais comme on aime se dire... c'est la meilleure. On dit la C17, c'est la meilleure C17. Fait qu'au moins, ça laisse la place aux autres d'être leur meilleure cohorte aussi. Mais ceci dit, il n'y a pas de clans qui se sont faits. Ça a été une unité incroyable. Même quand on va manger aussi dans des événements autres, on forme des équipes différentes. On mange à côté de différentes personnes aussi. Oui, il y a des gens qui ont des plus grandes connexions que d'autres, mais il y a un respect universel dans notre cohorte. Puis, sincèrement, là, bravo, chapeau à tout le monde. Il y en a des... Moi, je fais partie d'un des plus vieux, mais il y en a des jeunes. Écoute, quand tu vois des gens de 30 ans là, en affaires. Écoute, moi, à 30 ans, j'étais barman dans un club. Là, fait que, où j'étais à la fin de ma période de barman. De rébellion. Oui, c'est ça exactement ce que j'appelle mes années folles, mais j'avais recommencé à travailler pour mon père. Fait que ça a été comme le petit job en parallèle. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a des gens qui vont là, puis peu importe l'âge, ça n'a pas d'importance. Les gens arrivent là avec un désir d'apprendre, puis de communiquer, puis ils sont ouverts, ça de large, puis c'est comme nourrissez-moi. J'ai adoré ça. Fait que la cohorte, c'est clair que ça a fait une grosse différence. Merci Stéphane. J'espère que je n'ai pas trop surpris avec mes 2 dernières questions. Hey, pour vrai, là, merci tellement pour, écoute, cette heure de partage unique, authentique, humble, vrai. J'espère que ceux qui nous écoutent ont apprécié. Puis j'espère que vous allez repartir avec plusieurs idées. Ça a été super inspirant. Merci vraiment beaucoup, Stéphane, de t'être prêté au jeu. Ça m'a fait excessivement plaisir. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir pensé à moi. C'est touchant. Puis en même temps, si j'ai été capable d'apporter le soupçon d'une petite affaire à quelqu'un, ben tant mieux. Ça m'a fait toujours un plaisir de partager. Et j'adore la citation qui dit « Plus on partage, plus on possède ». Fait que je suis quelqu'un de généreux. J'aime m'abreuver des gens qui m'entourent, mais j'aime aussi beaucoup donner. Fait que merci de l'opportunité, puis merci à tout le monde d'avoir été là.
Écoute, mais tout le monde te salue dans le chat et te remercie Oui, et souligne à quel point tu étais inspirant. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous d'avoir été avec nous sur votre heure de lunch. On se donne rendez-vous le 19 mai et le 5 juin prochain pour 2 autres conférences, 2 autres échanges inspirants avec Victor Henriquez et Isabelle Proulx, des entrepreneurs athlètes de l'école qu'on a vraiment hâte de vous présenter. Merci Stéphane d'avoir brisé la glace. Alors, on vous dit bon après-midi, puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot et puis nous partager vos commentaires puis vos réflexions en lien avec notre échange. Bye merci bye! Laurie. Merci Laurie. Bye bye. Bye tout le monde.